Rebonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie, un programme encore très riche, vous allez le voir effectivement cet après-midi. Je voudrais juste ajouter pour ceux qui ne parleraient pas français, the next intervention will be in French, so if you need direct translation, please head towards the entrance of the venue and there are headsets waiting for you. Alors, face à un monde en recomposition, les organisations internationales de sécurité collective sont appelées à repenser leur action et leur fonctionnement. La gendarmerie est-elle aussi un témoin de ce monde en devenir et de ces chamboulements? Eh bien, pour en parler, je vous demande d'accueillir le général d'armée Hubert Bonneau, directeur général de la Gendarmerie nationale. Merci de l'accueillir. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais remercier le général de Courrèges pour son invitation aujourd'hui qui me permet de m'exprimer sur la gendarmerie et ses défis en 2025 et pour les années qui viennent, pour les mois qui viennent. Le temps passe vite, c'était hier ou avant-hier, à l'inauguration de cet événement. J'ai bien écouté ce qu'a dit notre ministre, M. Lecornu. Moi, je retiens quand même que dans les équilibres internationaux aujourd'hui, il y a un impact qui est fort, qui prend toute sa dimension dans le monde diplomatique, dans le monde de la défense. Et ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est aussi les impacts qui sont très forts, qu'on appelle les retours en sécurité intérieure. Je parlerai de la France et je parlerai des menaces, de ce qui se passe sur le territoire national, comment on y fait face dans le contexte actuel, comment on se prépare, nous, forces armées, gendarmerie, avec nos spécificités, nos capacités, dans ce contexte-là. Alors mon propos aujourd'hui, ce sera bien ça, de vous exposer la gendarmerie nationale face aux nouvelles conflictualités, faire un point des menaces, donc je vous donnerai ma perception de l'environnement stratégique et comment la gendarmerie se mobilise pour y répondre. J'insisterai sur l'articulation avec les armées dans une continuité naturelle dont l'importance aujourd'hui donc est renforcée par le contexte général des menaces. Alors juste un petit point au départ, parce que c'est toujours important de le rappeler, ce que c'est que la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, c'est une composante militaire, composante à part entière de la communauté militaire. Et nous, gendarmes, nous jouons un rôle singulier dans l'appareil de défense et dans l'appareil de sécurité français. Alors c'est une notion qui est peut-être un peu compliquée pour nos amis anglo-saxons, mais le gendarme exerce un métier de policier. C'est un policier militaire, mais ce n'est pas un MP. On exerce les plénitudes des missions confiées à une police, la sécurité publique, l'ordre public, le maintien de l'ordre et les investigations dans le domaine du judiciaire. Nous avons 130 000 militaires d'actifs, auxquels il faut ajouter aujourd'hui un peu plus de 35 000 réservistes opérationnels, répartis sur le territoire national, en métropole et dans les Outre-mer, avec ce que j'appelle moi des points d'appui, qui constituent en fait le système d'armes de la gendarmerie, c'est-à-dire plus de 4000 installations, implantations, points d'appui, brigades territoriales, sur le territoire métropolitain dans les Outre-mer. La particularité du gendarme, c'est qu'il est totalement intégré au cœur du tissu social, au cœur des populations, au contact direct de nos concitoyens. Le gendarme vit là où il travaille. Il travaille là où il vit. On est capable d'intervenir donc en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, sur le spectre des adversités que je vais exposer tout à l'heure. Nous avons donc des capacités de montée en puissance, de génération de force, qui sont fortes. Si je reprends l'exemple des émeutes qui ont touché la France en 2023, en l'espace d'une demi-heure, une heure, la gendarmerie est capable de mobiliser sur un département plusieurs centaines de gendarmes. Parce que nous sommes
directement au cœur du territoire et c'est facile de récupérer des gendarmes qui sont disponibles au sein de leur unité territoriale. La gendarmerie nationale, on a l'habitude de dire que c'est une force de sécurité intérieure. C'est vrai. Moi, je la définis de façon un peu différente. La gendarmerie, c'est une force armée de couverture générale du territoire, en temps de paix, en temps de crise et en temps de guerre. La gendarmerie, ce sont des moyens, d'abord des hommes, des femmes, des moyens certes un peu rustiques, mais permanents. Permanents. Nous sommes naturellement tournés vers les territoires. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a une notion de profondeur, de contrôle des territoires. Et j'en reparlerai avec tous les impacts, notamment exogènes, ce qui arrive de l'extérieur sur le territoire national. La gendarmerie est très focalisée, c'était beaucoup focalisé sur les enjeux de sécurité publique dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, le contexte nous conduit à, en quelque sorte, changer de paradigme. On est un peu en rupture, notamment sur le spectre missionnel. Il nous faut repenser nos missions et sans doute réinvestir pleinement nos missions militaires. C'est un impératif, et vous le verrez dans mes propos, sans pour autant abandonner nos missions de sécurité traditionnelles. On ne peut pas anticiper tous les scénarios, mais on doit s'y préparer. Je le redis, nous sommes militaires, et ce qui, à mon sens, caractérise les militaires, c'est cette capacité d'anticipation, de planification. Donc on s'y prépare, on se prépare à tous les scénarios. Alors pour se préparer au scénario, je pense que ce qui est important, c'est d'envisager les menaces. Donc je vais vous livrer assez rapidement mon appréciation de l'environnement stratégique. Je parlerai d'abord de menaces de nature endogène, ce qui se passe sur le territoire national, et de menaces dites exogènes. Je crois que c'est important de bien mesurer quelque part l'état des menaces au sein de notre société. Je lisais récemment une lettre du chef d'état-major des armées adressée au grand commandeur. Certes, il y a une question de matériel, de moyens pour faire face aux situations actuelles. Mais il y a aussi la nécessité absolue de la résilience. C'est ce qui est fondamental. De la confiance de la société par rapport à ses décideurs politiques, armés, police. Moi, ce que je constate aujourd'hui, au sein de cette société qui est la nôtre, c'est d'abord une aggravation des violences et de la délinquance du quotidien. On parlait, tout à l'heure je faisais référence aux années 90-2000, où on parlait d'un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, dans notre société, on est sur un climat de violence. Ce n'est pas tout à fait pareil. La délinquance d'appropriation, qui est un irritant fort pour nos concitoyens, a progressé, malgré tous les efforts que nous déployons. Et tout ça, cette violence dans la société, cette fracturation, eh bien quelque part, ça fragilise le contrat social, ça fragilise la confiance de nos concitoyens vis-à-vis de l'État. Ça peut même saper le principe garant de la pérennité d'une société, c'est-à-dire la confiance, ne pas avoir peur pour ses biens, ne pas avoir peur pour son intégrité physique et morale, quand on se déplace, le soir, tout temps, tout lieu. Cette hausse des violences physiques, c'est vraiment un marqueur. Alors moi, je parle souvent de choses qu'on ne voit pas, qu'on discerne mal. Vous voyez, par exemple, je vais vous parler très rapidement des violences intrafamiliales, juste pour vous dire ce que ça représente. Les violences intrafamiliales sont apparues assez clairement dans le Covid. Les gens étaient enfermés chez eux, et on a vu monter dans cette société un vrai climat de violence entre les personnes. Le Covid n'a pas produit un baby-boom. Hein. On s'est beaucoup tapé dessus pendant le Covid. Ça a été un révélateur, notamment des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, on a pris ça en compte, enfin,
même depuis 2020. Au sein de la DGGN, il y avait les assises nationales des violences faites aux femmes. Avec les associations et la gendarmerie, on s'est structuré. Donc on a été beaucoup à l'écoute, au contact. Et finalement, depuis 2020, on ne voit pas le seuil des dépôts de plainte en matière de violence intrafamiliale. Ça ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près le tiers de toutes les gardes à vue prises par la gendarmerie, je dis bien le tiers de toutes les gardes à vue prises par la gendarmerie, concernent les violences intrafamiliales. Donc ça veut dire des violences faites aux femmes, mais également une montée très caractérisée des violences faites aux mineurs. Et on voit apparaître un phénomène concernant les seniors. Donc ça vous donne une idée aussi du climat dans lequel on vit. Deuxième marqueur pour moi de ces violences, de ces menaces endogènes, c'est l'aggravation des radicalités. Je pense que c'est une menace pour la stabilité et la sécurité du pays. Alors certes, on a un risque endogène, islamiste, djihadiste, qui est fort, qui reste marqué sur le territoire national. C'est une menace toujours très sérieuse. On y a répondu, l'État s'est organisé, a pris les moyens pour faire face à ces actes terroristes. Mais en même temps, en termes de radicalité, on voit beaucoup d'autres choses apparaître. C'est ce que j'appelle, moi, l'exacerbation des violences à caractère politique. Moi, je suis frappé par la montée des extrêmes, que ce soit l'ultra-gauche ou l'ultra-droite. Regardez aujourd'hui l'impact sur notamment les manifestations qui se veulent pacifistes, dans le cadre de l'environnement, l'impact des Black Blocs. Regardez Sainte-Soline. Quand vous avez des gens, dans le cadre de manifestations pour la préservation de l'environnement qui arrivent cagoulés, masqués, casqués, avec des tronçonneuses, des disqueuses qui s'attaquent à des véhicules de gendarmerie, cocktails Molotov, jets d'explosifs. Là, vous vous dites quand même que le caractère pacifiste de ces manifestations est largement dépassé. Et donc cette contestation, qu'elle soit environnementaliste, sociétale, est de plus en plus radicale et violente. En gros, je dis ça parce que la marque de l'autorité dans nos sociétés a tendance à disparaître de façon très marquée. Le tout sur fond de tensions sociales. Je vous ai parlé tout à l'heure des violences urbaines de 2023. En quelques jours, le coût pour la France, c'est plus d'1 milliard d'euros. Troisième grand marqueur sur l'endogène, c'est le cas spécifique de nos Outre-mer. Dans les Outre-mer se jouent aujourd'hui des questions de souveraineté nationale. En Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, ce sont des territoires qui sont marqués aussi par des menaces liées à l'augmentation très nette, très forte de la criminalité. On y voit des phénomènes insurrectionnels. Et, j'y reviendrai tout à l'heure dans les menaces exogènes, on y voit aussi la marque, parfois, de puissance étrangère. Voilà, donc ça, c'est vraiment les grands marqueurs pour moi de ce qui se passe dans notre société. Ces menaces endogènes, elles peuvent, je l'ai dit, être instrumentalisées par des compétiteurs, que ce soit sur des gens qui viennent manifester, qui viennent d'autres pays, pour soutenir, sur des factions très radicales, etc. Je l'ai dit, ça peut être aussi la marque de puissance étrangère, dans le cadre de la désinformation sur le territoire national et dans nos Outre-mer. Alors maintenant, les menaces dites exogènes, importées. D'abord, je crois que chaque fois qu'il y a une crise dans laquelle la France est partie prenante, eh bien, ça a des conséquences fortes sur le territoire national. Alors, on parle beaucoup d'Ukraine en ce moment. Je vous en dire un mot sur l'impact pour une force comme la gendarmerie. La guerre en Ukraine, ce conflit a produit des effets sur le territoire national.
qu'on ne mesure pas toujours. Le premier des effets, c'est l'augmentation des prix des carburants, l'augmentation du coût de la vie. Donc pour nous, gendarmes, sur le terrain, l'effet il est immédiat. Ça veut dire qu'on a des entreprises de transport notamment, mais c'est aussi par exemple des réserves dans des exploitations agricoles qui sont siphonnées. On a une explosion des vols de carburant, partout. On a dans le même temps, parce qu'on voit bien aujourd'hui la négociation sur les terres rares en Ukraine, on a un vrai sujet d'arrivée des composantes électroniques en Europe, notamment en France. Et ça nous impacte très fortement. Pour ceux qui ont commandé une voiture il y a 2 ans, il y a 3 ans, après le début de la guerre en Ukraine, il était impossible de se faire livrer une voiture avec toutes les composantes électroniques. Et le prix des composantes électroniques faisait augmenter le prix des voitures. Compliqué. Donc, toujours un donc, vous avez sur le territoire national un développement des délits d'appropriation, des vols, parfois très organisés, par des bandes organisées, sur les composantes électroniques. Alors un exemple qu'on voit beaucoup en gendarmerie, dont on entend parler, c'est les problématiques de GPS agricole. C'est un GPS qu'on met sur un tracteur et qui permet de positionner précisément le tracteur dans des champs pour faire des sillons, etc., etc., etc. C'est devenu absolument indispensable à tous nos agriculteurs. Un GPS agricole, ça s'achète 10 000, 11 000 euros et à la revente, ça se vend 15 000. Il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce que vous voyez arriver sur le territoire national? Des groupes organisés, criminels organisés, souvent des pays de l'Est, des gens qui viennent pour travailler, c'est-à-dire voler sur les exploitations agricoles, et on arrive à interpeller des gens des pays de l'Est avec parfois 50, 60, 70 GPS agricoles. Et tout ça repart. Tout ça repart vers l'Est. Alors ce que je dirais, c'est qu'on a une porosité croissante entre les effets de ce qui se passe à l'extérieur et, j'allais dire quelque part, le retour en sécurité intérieure. On a, et je le disais tout à l'heure, également en menace importée des actions de déstabilisation, de rétroaction qui concernent la souveraineté et la stabilité, voire la sécurité du pays. C'est quelque part un retour de la guerre hybride. Ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est décuplé par le cyber et le numérique. La capacité qu'ont nos compétiteurs de nous affaiblir, c'est parfois d'exploiter des informations mineures, de les transformer, c'est ce qu'on appelle la désinformation, vous le savez, amplifier. Et donc là-dessus, on a des spécialistes, notamment les Russes, mais pas que, pour mettre l'État lui-même en difficulté. Donc il faut s'y préparer, il faut s'y protéger. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, notamment les cyberattaques, dans le cadre de la cybercriminalité. Pour tout ce qui concerne les rançongiciels, ça s'est démultiplié. Et les attaquants ne sont pas en France, ne sont pas sur le territoire national. Donc nous, on est particulièrement impactés, on le voit, dans les petites et moyennes entreprises qui sont dans la zone gendarmerie, tout l'institutionnel, les hôpitaux, les cliniques, les mairies, les collectivités territoriales. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui de prise en compte de ces installations par rapport à ce type de menace. Quand je dis action de déstabilisation, vous l'avez vu par exemple au moment des Jeux Olympiques, il y a eu l'action sur le territoire national de services, de proxy. Rappelez-vous ce qui s'était passé sous la Tour Eiffel avec la mise en place de cercueils et, puisque ce n'est pas résolu au jour d'aujourd'hui, probablement des actions de sabotage sur les lignes de train à grande vitesse. Pour fragiliser les démocraties, je crois qu'il faut attiser les extrêmes
polariser les opinions, à la manière d'un fil de fer que l'on tord d'un côté et de l'autre pour le casser et susciter la division interne. Il s'agit finalement d'affaiblir les forces morales d'une nation. Je cite Giuliano d'Ampoli, qui parle de la stratégie du fil de fer dans son ouvrage Le mage du Kremlin, qui a été publié en 2022. Et pour terminer d'illustrer ce propos, je reviens sur les Outre-mer. Vous avez actuellement le groupe dit de Bakou, piloté par l'Azerbaïdjan, qui organise des congrès de mouvements indépendantistes des territoires colonisés par la France. Le groupe de Bakou s'est réuni en Nouvelle-Calédonie en janvier 2025, avec des invitations faites, bien sûr, à la Nouvelle-Calédonie, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Polynésie française et à la Corse. Donc tout ça attise aussi des relais médiatiques. De dire voilà ce qui se passe. La France, État colonisateur. Donc tout ça, ça participe aussi quelque part à l'affaiblissement, à un risque d'affaiblissement de la présence française dans le monde. Autre marqueur, alors je pèse mes mots, je parle de menaces, là je parlerai de risques qui sont malgré tout un enjeu pour la souveraineté et la stabilité du pays. C'est le sujet du défi migratoire. C'est un sujet éminemment sensible, lié au phénomène de mondialisation, mais c'est un enjeu majeur en termes de tension dans la société, en France et en Europe. C'est la capacité, finalement, à contrôler les flux dans un cadre juridique complexe. Et là aussi, c'est un enjeu de souveraineté et de crédibilité pour les États. Ça fait partie des enjeux actuels, ça demeurera un enjeu fort. Pas que la problématique de l'arrivée des migrants en Méditerranée, il y a aussi, par exemple, le traitement des migrants vers la Grande-Bretagne. Tout ça, tous ces marqueurs exogènes sont aussi, quelque part, aggravés par le contexte international. Alors, je le fais vite, hein, mais c'est aussi toute la déstabilisation, par exemple, au Moyen-Orient. C'est la capacité à gérer les flux, à ouvrir ou pas le robinet sur certains pays du Moyen-Orient en laissant passer des migrants ou pas. C'est le cas de la Libye aussi. Il y a des négociations politiques à travers tout ça. Autre grand marqueur des phénomènes exogènes, c'est l'extension des criminalités organisées. Là aussi, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de stabilité des pays. On a peut-être des camarades belges dans la salle ou des Pays-Bas. Quand on voit les menaces aujourd'hui exercées en Belgique et aux Pays-Bas par les narcotrafiquants sur la famille royale, sur les maires des grandes villes, on ne peut que s'inquiéter. Ces criminalités, elles sont exportées dans le sens où on n'est pas encore un pays producteur de produits stupéfiants, donc ça arrive. Quelles sont les voies par lesquelles ça arrive? Quelle part ça prend dans notre société? Parce que tout ça contribue quand même grandement à l'économie souterraine. Où vont les dividendes? C'est une vision qui s'articule en fait de bas vers le haut. Vous n'avez pas de criminalité organisée si vous n'avez pas de point de deal. Vous n'avez pas de criminalité organisée si vous n'avez pas, à un moment donné, du beurre shit ou bien des cambriolages. Quand vous faites du cambriolage sériel, ça devient de la criminalité organisée. Aujourd'hui, un des défis majeurs pour la gendarmerie, c'est d'être capable de mieux surveiller les points d'entrée et les flux. On parle souvent en France du Havre comme point majeur d'entrée de la cocaïne. Ben, regardez comment évolue l'adversaire. Si chaque année on fait entre 15 et 20 tonnes au Havre, finalement, c'est qu'il y en a beaucoup qui rentrent. Et ça peut rentrer par ailleurs. Diversification des points d'entrée sur des ports secondaires avec
des quantités moindres. Arrivée de la cocaïne sur des ports de plaisance, par des navires de tourisme, par des voiliers. La mise en place de drop-off. Vous aviez, il y a 2 ans encore, plus de 2 tonnes de cocaïne échouées sur les plages normandes et bretonnes. Ce n'est pas des ballots qu'on met à la mer, hein. Ce sont des ancres flottantes qui sont géolocalisées et qui doivent être récupérées en mer. Donc, il y a une absolue nécessité de revoir le dimensionnement des forces de l'ordre, des forces de sécurité intérieure, pour être capable de contrôler non seulement les axes, les grands flux, mais aussi le trait de côte. D'y revenir. Enfin, je terminerai, et j'en ai dit un mot rapidement, sur quelque chose qu'en fait, on connaît tous aujourd'hui, mais qui reste quand même une rupture majeure. Ce sont les cybermenaces, qui sont, j'allais dire, à la fois transverses et englobantes. Tout ce que vous trouvez aujourd'hui en termes de délinquance dans le monde réel, vous l'avez dans le virtuel. Les trafics de produits stupéfiants se négocient sur le darknet. Le trafic d'armes, c'est la même chose. Le trafic d'êtres humains, c'est la même chose. Le trafic de faux papiers, c'est la même chose. La pédopornographie, c'est la même chose. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut s'habituer à ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve dans le monde réel a un double dans le monde virtuel. Donc, il nous faut, nous, envisager différents espaces. Le réel et le virtuel. Je crois qu'aujourd'hui, véritablement, on a changé de dimension. Et on le voit. Il y a quelques semaines, la gendarmerie avait travaillé sur une affaire de l'enlèvement d'un chef d'entreprise et de son épouse. On a réussi à résoudre cette affaire rapidement grâce au GIGN. Les rançons étaient demandées en crypto-monnaie. C'est la norme aujourd'hui. Donc c'est un sujet pour nous, hein. Comment on fait? Donc il faut être capable de suivre, tracer, de bloquer des crypto-monnaies. Aujourd'hui, quand vous faites des perquisitions sur le siège de société, rarement on prend du papier aujourd'hui. On ne prend plus de registre. On va perquisitionner les clouds. C'est plus du tout la même chose. Cette rupture, cette révolution, elle est d'abord technologique. Et nous, les forces de l'ordre, souvent, je ne dis pas, enfin, on essaye de ne pas être trop en retard. Quand vous voyez l'argent généré par l'économie souterraine, par la criminalité organisée, nos adversaires, nos compétiteurs ont largement de quoi se payer du matériel quantique. Comment demain est-ce qu'on fera, nous, gendarmes, policiers, pour travailler sur des clés quantiques? C'est ces sujets-là qui nous impactent aujourd'hui. Donc, dans sa défense, sa sécurité et sa stabilité, le pays connaît aujourd'hui, à mon sens, par rapport aux menaces que j'ai évoquées, un véritable point de bascule. La plupart des menaces que j'ai décrites percutent directement la cohésion nationale, qui est notre centre de gravité. L'enjeu majeur pour la gendarmerie, c'est de tout faire pour la préserver. Sans cohésion nationale, il n'y a pas de résilience collective. Sans cohésion nationale, il n'y a pas de défense possible. Je crois qu'aujourd'hui, la gendarmerie, je vais vous en parler dans les réponses, parce que c'est bien beau de faire l'état des menaces, mais c'est de dire comment on fait, je vais vous le dire en 10 minutes. L'essentiel pour nous, c'est de travailler aussi sur l'état d'esprit, travailler sur la force morale. La gendarmerie dans les territoires doit participer à la confiance restaurée entre l'État et nos concitoyens. Moi, je prône le aller vers la redevabilité vis-à-vis des élus et de notre population. Alors, dans ce cadre, moi, j'ai fixé quelques orientations à la gendarmerie qui s'appuient essentiellement sur notre caractère militaire pour faire face à tout ça. Quand on dit que la gendarmerie a 3400 points d'appui, il faut y aller dans ces points d'appui, qui sont parfois très isolés.
Alors, je pense aux Outre-mer, mais sur le territoire métropolitain, ce n'est pas toujours évident pour nos jeunes générations de vivre, par exemple, au cœur des territoires, dans toutes nos belles provinces, loin de tout. Donc on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a ce caractère militaire, parce qu'on a ces obligations de notre statut. Le rôle de la force militaire aujourd'hui, qui est la gendarmerie, c'est d'abord la protection des populations, d'être capable d'agir sur tout le spectre missionnel, du renseignement jusqu'à la police judiciaire, et d'anticiper ce que nous ferons demain, notamment en termes de DOT. Alors face aux menaces endogènes que j'ai citées, la gendarmerie aujourd'hui renforce beaucoup son maillage territorial. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Je vous renvoie aux déclarations du président de la République dans le cadre de la recréation de brigades territoriales, ce qu'on appelait les 200 brigades. En fait, on va en faire 239 en réalité. C'est une attente forte des élus. Quand on dit on va refaire 200 brigades, on a des centaines et des centaines de dossiers qui arrivent des mairies pour dire pensez à nous pour faire cette brigade. Donc on a une vraie attente des élus, une vraie attente de la population. C'est la brigade territoriale en fait qui conditionne l'ensemble du modèle, je le redis. C'est d'abord ça le système d'armes de la gendarmerie. On renforce, je l'ai dit, le aller vers, la présence de voies publiques. C'est absolument fondamental pour nous. Et je vous en dirai un mot, il faut le faire aussi avec quelque part nos concitoyens, c'est-à-dire la réserve. Et notre réserve, elle est forte, elle est efficace, parce que là aussi, nos réservistes sont employés là où ils habitent, dans le secteur immédiat de leur engagement familial ou professionnel. C'est un véritable atout. Face aux menaces importées, je dirais qu'on renforce d'abord nos structures et nos modalités d'action aujourd'hui pour traiter efficacement des enjeux. Vous avez sans doute suivi ce qui s'est passé ces dernières semaines, la volonté du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice de se structurer face à la criminalité organisée. Alors c'est un enjeu majeur pour nous, majeur. La gendarmerie nationale traite environ 30% de la criminalité organisée sur le territoire national. Donc il nous faut, nous, faire face en s'organisant mieux dans un contexte qui est compliqué, parfois, sur le plan budgétaire. La gendarmerie nationale, c'est un système totalement intégré. Je l'ai dit, ça commence par le terrain, ça commence par les unités territoriales, et quand une affaire judiciaire apparaît, quand ça dépasse le cadre d'une brigade territoriale, on va travailler sur le niveau supérieur, immédiatement. Donc on passe du canton à l'arrondissement, avec des unités judiciaires dédiées, qu'on appelle des brigades de recherche. Et quand ça dépasse encore un cadre un peu plus complexe, technique, on monte au niveau régional avec des sections de recherche. Donc un dispositif totalement intégré. Aujourd'hui, on rajoute en quelque sorte une dimension nationale. Je suis en train de mettre en place, ce sera totalement réalisé à l'été prochain, une unité nationale de police judiciaire pour penser différemment la criminalité organisée. Cette unité de police judiciaire nationale aura l'équivalent de 3 grands pôles. Le premier d'entre eux, ce sera la capacité de mieux traiter le rapprochement entre l'administratif et le judiciaire, développer le renseignement criminel, développer les sources, penser différemment, ne pas attendre l'événement pour agir. Donc ça, c'est un sujet majeur qui, évidemment, nécessite des moyens. Ça nécessite aussi de se structurer sur les fichiers qui sont tous, évidemment, déclarés, qui passent tous sous les fourches codines du RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de protection des données. C'est un vrai sujet. Deuxième grand pôle, pour nous, c'est d'être capable de mieux fédérer les énergies, entre guillemets, des enquêteurs. Aujourd'hui, c'est un peu diffus sur le terrain, et dès qu'on passe au niveau régional, il faut aller puiser dans des ressources nationales les enquêteurs spécialisés de très haut niveau, sur le cyber, sur le numérique, sur la délinquance financière. Donc tous ces enquêteurs seront donc regroupés dans la
dans une unité unique, centrale, qui aura vocation à renforcer immédiatement, projeter des enquêteurs au niveau des sections de recherche pour démultiplier les capacités. Et enfin, cette unité nationale, qui est en train de se créer, disposera de l'ensemble des appuis nationaux. Par exemple, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sera intégré dans cette unité. Alors, vous allez me dire, que vient faire là-dedans la police technique et scientifique? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être pris en compte au plus haut niveau, notamment sur le numérique. Vous n'avez pas une scène de crime aujourd'hui qui n'est pas impactée par le numérique. Quand vous rentrez chez quelqu'un aujourd'hui, vous êtes sous le coup, c'est le cas dans la salle ici, où on a des téléphones, il y a des montres connectées, il y a des communications qui passent par du Wi-Fi, par du Bluetooth. Tout ça, ce sont des marqueurs. Donc le gendarme, aujourd'hui, c'est son environnement, sur toutes les scènes de crime. Pas que des homicides, hein, toutes les scènes de crime. Donc ça, plus l'enquête est complexe, plus il faut le développer. Et enfin, pour faire face à l'ensemble de ce que je viens de décrire, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut, nous, dans un contexte où on parle beaucoup de réarmement, beaucoup d'arrivée de matériel, etc., il nous faut être capable de renforcer nos fondamentaux militaires. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre société telle que je l'ai décrite, il faut pouvoir compter sur des militaires, des forces qui soient capables d'encaisser des chocs. Il faut affermir nos fondamentaux militaires parce que pour moi, c'est la condition de l'efficacité de la mission. C'est non négociable. L'objectif pour nous, c'est d'être capable de déployer une réponse graduée dans le cadre des crises. Et je voudrais faire juste un petit aparté sur ce qui nous intéresse tous actuellement, la croisée des chemins, comment est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on est prêt à une réponse forte en cas d'engagement de nos armées à l'extérieur ou potentiellement d'agression sur le territoire. La gendarmerie nationale, aujourd'hui, dispose de ses points d'appui sur le territoire national. On doit être capable, à partir de ces points d'appui, d'engager des personnels dès maintenant, dans le cadre notamment des réserves, pour mieux surveiller, mieux contrôler ce qui se passe sur les points d'intérêt vitaux, sur l'industrie de défense, sur les bases de défense, sur tout ce qui va toucher à la résilience, dès maintenant. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir une photographie de tous ces points et de les surveiller. Ça veut dire aussi que cette gendarmerie travaille aujourd'hui avec des réserves, j'en ai parlé, et aujourd'hui, c'est un point, dans un discours parfois un peu... C'est un point de satisfaction, pour moi, directeur général de la gendarmerie, très important. Nous n'avons pas de mal à recruter, et nous n'avons pas de mal à recruter des réservistes en particulier. Notre réserve est aujourd'hui de l'ordre de 37 000, on doit la monter à 50 000 d'ici 2030, et je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Donc c'est être capable de prendre en compte ce qui se passe sur le territoire national, de surveiller, de contrôler. C'est aussi, par exemple, si on engage une force armée à l'extérieur, eh bien d'assurer l'appui des armées, notamment au niveau des familles, par exemple, d'être sur les secteurs où nous avons des bases de défense, des bases militaires. C'est aussi la capacité que doit prendre la gendarmerie à mieux s'équiper pour encaisser ce choc. Parce que c'est, à mon avis, une certitude. Si nous avons un engagement à l'extérieur, il y aura de l'agitation sur le territoire national. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la montée des extrêmes. Je pense qu'à un moment donné, il y aura de la contestation, il y aura de l'agitation, il y aura des manifestations, il y aura de la violence. Donc il faut qu'on ait une gendarmerie capable de faire face à ça. Et puis enfin, dans cette montée vers la crise ultime, il faut qu'on soit capable, nous, de s'organiser pour, à un moment donné, quand la DOT est déclenchée, donc là vous avez des mesures permanentes et vous avez les forces militaires qui passent sous le contrôle du chef d'état-major des armées,
Il faut qu'on soit capable de donner au chef d'état-major des armées des forces constituées. C'est en particulier la gendarmerie mobile qui doit être renforcée, là aussi durcie, en matière d'armement et en matière de blindage. Voilà un petit peu la marche que je vois pour la gendarmerie aujourd'hui. En conclusion, je dirais que face aux menaces, nous avons besoin d'une gendarmerie forte, moderne, polyvalente, d'une force armée qui soit robuste, taillée pour les crises et les adversités, solide sur ses fondamentaux militaires. La gendarmerie, ça doit être une force de souveraineté qui contribue par les armes à la défense du pays, à des intérêts supérieurs de la nation. Une force de stabilité qui contribue à la préservation de la cohésion nationale, à la régulation de la vie sociale et à la stabilisation du pays. Force de souveraineté, de stabilité et enfin force de réassurance qui incarne une loi protectrice qui intervient au plus près de la population pour garantir sa sécurité au quotidien comme dans les crises. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation à la fois des menaces et des quelques solutions envisagées pour y faire face par la gendarmerie nationale. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Merci. On a quelques minutes sous contrôle du général, c'est ça ? Mes respects, mon général. Charles Thune, auditeur de l'Académie de Marine. Vous avez évoqué des manœuvres d'affaiblissement de la France sur le plan de la cohésion nationale. Sachant que dernièrement, un parti politique a confirmé, en l'occurrence pour ne pas nommer LFI, a confirmé dans son programme le démantèlement de la gendarmerie, le démantèlement, ni plus ni moins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, si je vous dis que je n'y crois pas, je pense que vous adhérez. Non, mais moi, je ne rentre pas dans les considérations politiques. Vous savez, moi, je suis à la tête de femmes et d'hommes qui s'engagent. Ils s'engagent. Je le redis, hein, je n'ai pas de difficulté, et on en est très fiers, à recruter. Moi, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on amène. C'est ce qu'on amène dans ce que je disais, dans cette stabilité, dans cette cohésion nationale. Après, si un jour nos autorités politiques demandent le démantèlement de la gendarmerie, ben, écoutez, voilà. Mais je n'y crois pas un seul instant. Pas un seul instant. Allez en parler aux élus, aux maires, aux sénateurs. Vous savez, des fois, quand j'enlève un gendarme d'une brigade, des récriminations n'ont plus finir. Alors, vous voyez, dissoudre la gendarmerie. Oui. Mes respects, mon général. Je m'appelle Raphaël Hardy, je suis étudiant en relations internationales à l'université de Leiden. Et ma question portait sur les menaces exogènes. Vous avez mentionné qu'il y avait des stratégies d'influence, de la guerre hybride. Et ma question, c'était par rapport aux rétextes que vous pouvez avoir d'Europe de l'Est sur les stratégies d'influence qui se déroulent depuis des décennies. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre et appliquer pour la France ? Merci. Alors, si vous voulez, pour nous, les menaces d'Europe de l'Est, il faut bien voir ce que ça représente. Là aussi, je vais faire très vite, je n'ai pas le temps. Juste un exemple. Vous avez des groupes criminels organisés qui fonctionnent comme des mafias. Je ne ciblais personne, mais c'est une réalité. En Géorgie, vous avez depuis le régime soviétique des gens qu'on appelle les vori-vezakon. Ce sont les voleurs dans la loi. Dans les goulags, ils étaient employés pour faire la régulation, etc. Et donc, ce sont des gens qui sont structurés, des groupes criminels structurés, dont les chefs répondent à un code d'honneur. Donc on n'est pas loin des mafias. Ces gens-là s'implantent sur les territoires européens.
On en a en France, on en a en Italie, partout. Et en fait, ils organisent un dispositif, ils font venir des gens, des voleurs, on appelle ça comme ça, hein, des voleurs, il y a un capot, il y a un chef qui récupère l'impôt, l'oblast. Ce chef, il vit sous le seuil de pauvreté. Il n'a pas le droit de se marier. Interdit. Donc il va vivre un certain temps comme ça, et ensuite, quand il a fini, il revient au pays, et là, il s'achète un château. Bon. En attendant, si vous voulez, tout ça, ça contribue à une organisation. On fait venir des voleurs, et ça passe sous les radars. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont cibler des résidences principales, dans des quartiers ou dans des zones assez privilégiées. Vous prenez le Tour de Bretagne, par exemple, que j'ai bien connu, et vous tapez dans des résidences, vous faites des dizaines, des centaines de cambriolages, avec des gens qui sont primo-délinquants, parfois des jeunes mineurs, et vous avez un butin qui s'accumule. L'or, il est recyclé en Belgique. Les composantes électroniques repartent à l'Est. Les matériels spécifiques dont j'ai parlé repartent à l'Est. Donc tout ça, aujourd'hui, si vous voulez, c'est assez simple de le mettre en œuvre, parce que vous n'avez plus de frontières. Vous circulez librement. Et donc c'est ça, aujourd'hui, qui nous impacte. Quand je parle des Vori-Vezakon, des mafias de l'Est, des groupes de l'Est, vous avez la même chose qui arrive par le Sud. Vous avez ce qu'on appelle les Péruviens ou les Colombiens. Ce n'est pas pour du stup, hein. Ils arrivent en Espagne, ils s'organisent et ils remontent sur... Ça touche l'Occitanie aujourd'hui, ça touche la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez des phénomènes comme ça de groupes criminels itinérants qui contribuent à la criminalité organisée, qui sont dans la criminalité organisée. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc c'est aussi un vrai challenge pour nous de mieux travailler avec les polices européennes, d'être structurés sur ces sujets. Europol y contribue grandement. Grandement. Hein, aujourd'hui, j'y vais d'ailleurs cet après-midi, je pars à Bruxelles et j'irai bientôt voir le directeur adjoint d'Europol à La Haye, parce que ça contribue, tous ces programmes-là sont aujourd'hui pris en compte au niveau européen. Il faut bien le souligner. Oui, peut-être une dernière, en général. Merci. Bonjour, merci mon général, pardon. Une petite question. Tout à l'heure, le général Jean-Philippe Crac nous expliquait que la confiance dans les institutions, dans les institutions publiques, et donc notamment la gendarmerie nationale, s'établit à peu près à 77% des Français qui lui font confiance, quand la police n'est qu'à 44%. Et comment vous expliqueriez cette différence, s'il vous plaît ? Merci. De la confiance entre la gendarmerie et la police ? La police. Non, mais moi, je n'oppose jamais les organisations ni les systèmes. Si vous voulez, on ne fonctionne pas tout à fait pareil. On a les mêmes missions, mais on a un statut qui est différent. Et je le disais, ce qui compte beaucoup pour la gendarmerie, c'est la présence dans les territoires. Ce n'est pas qu'une question, si vous voulez, de volume de procédures traitées. C'est d'être présent au cœur des territoires et de contrôler, notamment les flux, les axes. Par exemple, en gendarmerie, aujourd'hui, nous, on met des programmes en avant, qu'on travaille avec les élus, les sénateurs en particulier. Ce sont des programmes qui sont des programmes de redevabilité. Je vais expliquer ce que c'est. On a mis en place partout un dispositif de contrôle de l'activité du service. C'est-à-dire qu'un commandant de brigade, à son niveau, une petite unité locale, quand elle produit son service, le commandant de cette unité va voir le maire. Et il dit, voilà, monsieur le maire, ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait ? Est-ce que vous validez ce qu'on fait ? Est-ce que vous voyez, vous, monsieur le maire, d'autres orientations à prendre pour la gendarmerie ? L'idée pour nous, vraiment, c'est cette redevabilité vis-à-vis des élus d'abord et de nos concitoyens, de comprendre ce que fait un gendarme, de comprendre et d'avoir, nous, une action ciblée pour rétablir ce que j'appelle la confiance. Vous voyez, on me dit souvent, les gendarmes, ils tournent. Ils ne s'arrêtent plus, ils ne vont plus au contact. Eh bien, on remet tout ça en place. On remet de la présence de voie publique ciblée. C'est fondamental. Je pense que notre société en a besoin. Donc, c'est vrai que la gendarmerie est très au contact. C'est le fondement de nos missions. Le contact, le aller vers renforcé. C'est quelque chose... Donc, la perception est sans doute différente des grandes villes, où il y a beaucoup plus d'individualisme, il y en a déjà beaucoup dans notre société, beaucoup plus, et où le système police est d'abord un système de commissariat. Voilà. Donc la visibilité des gendarmes est importante. Moi, on me dit souvent, plus on voit de bleu, plus on est rassuré, plus on est en confiance.
C'est peut-être aussi de ça qu'ont besoin nos concitoyens. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de séminaire. Merci. Général, merci beaucoup pour cette intervention, pour avoir dressé l'état de la menace et nous avoir parlé de comment et pourquoi la gendarmerie nationale